Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale sur Green TV International. Au sommaire, une conférence sur les négociations climatiques sous l'égide de l'ONU se tient du 5 au 15 juin à Bonn en Allemagne. La définition des objectifs de la COP 28 est au centre des discussions. Au Maroc, les autorités partent en guerre contre le gaspillage de l'eau. Il est question de faire face à la sécheresse et à ses conséquences désastreuses. Et puis au Kenya, la cohabitation entre la population et la faune sauvage devient difficile. Les réalités de cette cohabitation dans un instant. C'étaient les titres, place au développement. Six mois avant la COP 28, des négociations climatiques sous l'égide de l'ONU se tiennent en Allemagne à Bonn du 5 au 15 juin 2023. Cette conférence vise à définir les objectifs de la COP 28 qui se tiendra à Dubaï en novembre prochain. Alessandra Adécombi pour les précisions. Avant chaque COP, les représentants de plus de 200 États se retrouvent à Bonn pour préparer les décisions à adopter. Il en va de même pour la COP 28 d'après le site de l'ONU Changement climatique. Concrètement, des avancées sur des dossiers comme le programme de travail en matière d'atténuation ou le financement des pertes et dommages sont entendus. Le sujet des 100 milliards de dollars annuels promis aux pays pauvres depuis 2009 pour s'adapter au changement climatique et effectuer leur transition énergétique devrait également revenir sur la table. Des informations sur le prochain bilan mondial de septembre qui quantifiera les efforts de différents pays à la suite de l'accord de Paris sont aussi attendues par des observateurs. L'accord de Paris ambitionne de maintenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius, ce qui paraît de plus en plus difficile. Les déclarations du président émirati de la prochaine COP, Sultan Al-Jaber, seront particulièrement scrutées alors que des experts, élus et ONG s'inquiètent de son indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. En France, les pesticides menacent la biodiversité. Ce phénomène s'explique par la disparition des oiseaux dans les campagnes. Dans les Deux-Sèvres, des scientifiques comparent depuis 30 ans les conséquences des différentes pratiques agricoles. Les images avec France Info. Juste faire ce petit test, qui est un test de réaction. Chaque matin, ils capturent des oiseaux dans des grands filets. Ils commencent par regarder s'ils se débattent. Donc c'est un oiseau qui est assez calme. Alors, cette tonicité nous permet de mesurer le comportement de l'oiseau et de voir un peu son état de santé. Plus un oiseau va bouger, plus il va être actif, plus il va se défendre à notre approche, et plus il a de l'énergie à investir dedans. Puis ils les emmènent pour un examen de santé complet. Délicatement, les scientifiques les baguent, 12 et 12, 2. les mesurent, 19,5. les pèsent. Ils analysent aussi leur sang et cherchent les parasites. Il y en a là aussi. Des tests effectués sur plus d'1 millier d'oiseaux qui nichent près des champs cultivés, certains en agriculture biologique, d'autres en agriculture conventionnelle. Pour toutes les espèces qu'on capture, quand on regarde ces marqueurs de comportement, eh bien en fait on s'aperçoit que les oiseaux qu'on capture dans les haies entourées d'agriculture conventionnelle sont beaucoup moins toniques, se débattent moins, chantent moins, crient moins, réagissent moins à l'arrivée de l'expérimentateur au filet par rapport à quasiment toutes les espèces qu'on capture en agriculture biologique. Les oiseaux en moins bonne santé et beaucoup moins abondants. En moyenne, les populations ont réduit d'1 tiers en 15 ans. Certaines, comme les perdrix, ont presque disparu. Si les oiseaux meurent dans les plaines agricoles, c'est entre autres parce qu'ils n'ont plus assez d'insectes pour se nourrir. Vincent Bretagnol étudie ici les impacts de l'utilisation des pesticides et des engrais sur le vivant. Il nous emmène d'abord dans cette prairie traitée. C'est un désert. C'est un désert. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on fait du piégeage d'insectes dans une parcelle comme ça, on ne capture rien. À quelques kilomètres de là,
voici une autre prairie aussi destinée à produire du fourrage, mais en agriculture biologique. De nombreuses fleurs, des insectes. La différence est flagrante, mais il reste peu de prairies de ce type. L'équipe de chercheurs compte aussi les populations d'insectes. Dans la région, 95% des criquets ont disparu et 85% de certains coléoptères. Les papillons, ils ont perdu, je le relâche, ils ont perdu 95% de leur effectif, les papillons diurnes en Europe. Les herbicides éliminent la flore, donc toutes ces espèces de fleurs sauvages sont éliminées des champs conventionnels, et les insecticides éliminent les insectes. Pourtant ici, pas d'opposition entre ces scientifiques et les agriculteurs qui leur ouvrent leurs champs pour leurs études. Depuis 30 ans, ils travaillent ensemble, car dans ce laboratoire à ciel ouvert de 450 km², les scientifiques analysent aussi les rendements agricoles pour diminuer les pesticides sans mettre en danger les récoltes. Ça a été pollinisé jusqu'au bout. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez eu beaucoup de pollinisateurs. Sur une parcelle test de colza, Laurent Rousseau, en agriculture conventionnelle, a décidé de réduire les produits qu'il utilisait. De l'azote, de l'engrais, après les phytosanitaires, insecticides et fongicides qui ont été faits, que la dose a été divisée par 2 là. J'essaierai l'année prochaine de l'appliquer sur les autres parcelles, sur le tout. Les études ici ont montré que les revenus des agriculteurs n'avaient pas diminué, au contraire. En baissant les pesticides, on fait venir des abeilles. Ces abeilles pollinisent le colza de manière très efficace et au final augmentent les rendements. Et du coup, d'un point de vue marge, donc ce que va gagner l'agriculteur, on peut avoir des différences qui vont jusqu'à 160 € par hectare et par an. Ce qui est énorme, c'est tout à fait considérable. Comprendre et freiner l'effondrement de la biodiversité, tout en assurant une production agricole, l'objectif de ces recherches. Dans la zone d'étude, 20% d'agriculteurs sont aujourd'hui passés en bio, près du double de la moyenne nationale. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibasi a lancé le projet de restauration des paysages forestiers de Salemdé le samedi 3 juin dans la commune de Tchaoudioum. Une initiative de l'ONG Éducation Développement en collaboration avec la coopération des femmes transformatrices des noix de cajou, de Néré et de Karité et celle des jeunes planteurs de Salemdé. Plus de précisions dans ce commentaire d'Alexandra Dekombi. Le projet Restauration des paysages forestiers à Salemdé a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des jeunes et femmes à travers le développement agricole et la restauration des paysages forestiers pour une meilleure adaptation au changement climatique. Il est financé à hauteur de 19 950 000 francs CFA par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PME-FEM, un résultat de la coopération entre le Togo et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le projet va durer 24 mois et 2 activités comme le renforcement des capacités d'une trentaine de jeunes et de femmes agricoles sur l'agroforesterie pour résoudre le problème d'utilisation des engrais chimiques qui affectent la santé humaine. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibasi a félicité et encouragé les initiateurs du projet qui participent aux efforts du chef de l'État et du gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques et la pauvreté. Il a prodigué des conseils aux promoteurs et à la population pour sa réussite. Le chef projet Lawani Aminou a invité la population à s'approprier cette initiative et à s'impliquer dans son exécution pour l'atteinte des objectifs. La lutte contre les conséquences des changements climatiques continue. Au Maroc, les autorités ont pris des dispositions pour éviter le gaspillage de l'eau dans ce pays qui fait face à une pénurie de l'eau et à une forte sécheresse. Quelles sont ces dispositions? Les réponses dans ce commentaire signé Vivas Amana. Confrontés à une baisse des réserves d'eau, les responsables de plusieurs grandes villes marocaines ont mis en place des mesures visant à empêcher l'utilisation incontrôlée de l'eau potable à d'autres fins que la consommation. À Rabat, la capitale, les stations de lavage de voitures ont reçu l'ordre de fermer leurs portes pour réduire le gaspillage de l'eau. La décision est très difficile pour moi car j'ai l'habitude de recourir à une station de lavage pour que ma voiture soit propre. Mais maintenant, malgré toutes mes occupations, je suis obligé de laver moi-même ma voiture de temps en temps. Parmi les mesures mises en place figure l'interdiction de l'utilisation de l'eau potable pour irriguer les espaces verts comme les jardins. La baisse des réserves d'eau du Maroc et la sécheresse qui frappe ce pays sont en partie dues au changement climatique.
Aujourd'hui, la situation des réserves d'eau au Maroc est devenue préoccupante, comme c'est le cas dans les pays voisins à cause des conditions du changement climatique qui a apporté des températures élevées. Les températures ont atteint leur plus haut niveau dans les régions du sud et de l'est. Cela conduit à l'épuisement des grandes réserves d'eau. Le gouvernement prévoit d'agir dans les prochaines années pour éviter une crise de l'eau. L'un de ses objectifs est de construire 100 grands barrages, 1000 petits barrages et 20 usines de dessalement de l'eau de mer d'ici 2030, ceci afin d'assurer une autonomie en besoins hydrauliques au pays. Pour mieux protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques, les comportements doivent changer. En ce sens, suivons ce commentaire qui résume la pensée de certains chercheurs. L'urgence climatique est là. D'ici 2035, nous aurons atteint 1,5 degré Celsius de réchauffement si rien n'est fait. Rien ne change malgré les nombreux appels à l'action. Selon des chercheurs, tout réside dans la meilleure façon de transmettre les bonnes pratiques à une personne. Ils ont aussi noté une différence selon les changements demandés. Le tri des déchets ou la diminution du gaspillage. La communication sur le climat peine à transmettre les informations clés nécessaires au changement. Les résultats des différentes études et rapports scientifiques sont là. Nous devons agir et vite. La méthode la plus efficace s'est avérée être la pression des pairs. Ainsi, la meilleure approche serait d'exposer des individus à d'autres pour les influencer et les pousser à faire de même. C'est cet effet de groupe ou contagion sociale qui aurait le plus d'effets positifs. Au Kenya, la faune sauvage et l'homme se livrent une bataille féroce pour asseoir leur territoire et profiter des ressources qu'ils recèlent. Cette situation est due à l'urbanisation qui réduit l'espace vital des animaux sauvages. Suivons ce commentaire pour plus de précision. Dans certaines régions du Kenya, habitats du lion et zones d'élevage se chevauchent, ce qui engendre de nombreux problèmes de sécurité et de protection du bétail pour les humains. Les animaux sauvages souffrent d'un écosystème perturbé et d'un manque d'espace vital pour leur bien-être. Ces animaux sauvages ont besoin d'espace, y compris les prédateurs. Nous perdons des habitats très importants pour ces derniers à cause de la subdivision territoriale et du recours à la vente de terres, mais aussi à cause des populations. L'urbanisation, la construction de routes et de lignes électriques dans tous les espaces sont autant de défis à relever pour pouvoir concentrer autant de prédateurs et d'herbivores dans une même zone. Les gardes forestiers sont les protecteurs d'un monde où la coexistence entre la faune et l'homme est possible. Le mois dernier, une dizaine de lions qui s'aventuraient dans des enclos à bétail à la recherche de nourriture ont été tués par des éleveurs. Ces derniers risquent la prison car tuer un animal sauvage est illégal, d'autant plus qu'il s'agit d'une espèce en voie d'extinction comme le lion. Mais les bergers prennent le risque car bien qu'indemnisés pour leurs pertes en cas d'attaque, ils disent ne pas trouver leur compte. Il y a une grande disparité entre la valeur de notre bétail et la somme d'argent que nous recevons en guise de compensation. Les vaches sont très chères et peuvent coûter plus de 500 €. On ne peut pas comparer 500 € aux 200 que nous recevons. Nos indemnités sont très limitées. Cela nous met en colère et malgré l'indemnisation, nous sortons et nous tuons les lions. Les interventions et la mesure d'atténuation des conflits entre l'homme et la faune sauvage doivent changer radicalement et être renforcées de toute urgence. Depuis le lancement du programme de compensation des prédateurs par la Fondation Big Life spécialisée en 2003, la population de lions au Kenya est passée à environ 2500 aujourd'hui. La pollution est un phénomène qui nuit gravement à l'environnement ainsi qu'à notre bien-être. Lié aux différentes activités humaines, ce phénomène touche les aspects de l'environnement tels que l'air, l'eau, le sol et les êtres vivants. Comment la population perçoit-elle la notion de pollution et quelles sont ses conséquences sur l'environnement? C'est avec Alessandra Adekonvi. La pollution de l'environnement, ce sont des substances organiques qui dégradent l'environnement. Maintenant, côté des humains, nous-mêmes, nous polluons nos environnements, portant sur les déchets que nous jetons un peu partout. Pour lutter contre la pollution, on peut faire la sensibilisation sur les dangers de la pollution. On peut faire des affiches
publicitaires un peu partout. On peut créer des poubelles aux gens. La pollution de l'environnement, c'est le fait de jeter les ordures partout et ne pas utiliser les poubelles. Ce qui cause la pollution de l'environnement, le fait de ne pas utiliser des poubelles, jeter des ordures partout. Pour lutter, nous pouvons sensibiliser la population sur ces effets, les maladies comme le choléra et autres. La pollution en général, je pense que c'est quand il y a la présence de plusieurs déchets ou plusieurs choses en même temps qui nuisent à la couche de l'ozone, qui mènent à des maladies, genre, comme vous voyez, les déchets ensemble et tout, c'est pas beau à voir. Et par rapport à notre santé, c'est pas bon. La terre est peut-être en danger à cause de nous. Bon, déjà, au niveau des routes bitumées, il y a des maisons juste à côté, il y a les pavés, il y a les maisons. Souvent, quand on sort, on voit des gens qui versent des eaux usées dans les carnivores, etc. Normalement, je pense que le gouvernement doit peut-être mobiliser des gens. Quand ils voient des gens commettre ce genre d'actes, peut-être on va les amender. Si peut-être on ne peut pas les amender, on peut les conseiller. Mais je pense que le conseil, c'est pas assez. Donc peut-être que si on commence pas à amender les gens très sévèrement, les gens vont commencer au fil des années. On sera un pays propre, il y aura moins la pollution au Togo. Et aussi, peut-être le gouvernement doit faire plus d'efforts pour mettre des poubelles partout sur la route, comme ça par exemple. Mettre des poubelles à peut-être chaque 5 mètres pour qu'on évite de jeter les ordures, les entassés en désordre. Et il faut aussi éviter de jeter les sachets plastiques partout. Pour lutter contre la pollution de l'environnement, nous ne pouvons pas mettre les objets sales à côté de nous. La pollution de l'environnement, c'est l'émission des déchets. C'est-à-dire l'action ou les effets qu'ont les activités humaines sur la nature. La cause, c'est en fait les activités humaines, c'est-à-dire les déchets que l'humain émet chaque jour dans la nature. Oui, les déchets plastiques, les fumées des engins, des différents engins, des usines. Tout ça contribue à la pollution de l'environnement. Du côté de la population, par exemple, c'est déjà limiter certaines activités. Réduire vraiment au maximum les déchets plastiques. C'est pourquoi à des endroits on parle de déchets biodégradables. L'adoption de ces types de plastique, c'est vraiment important pour la nature. Et de l'autre côté, pour le gouvernement, c'est prendre vraiment des mesures qui aillent vraiment dans la protection de l'environnement. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes. À bientôt.